on se retrouve encore pour un update lecture. J'en ai encore pas mal à vous tourner, donc j'espère avancer assez vite. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour essayer de faire une vidéo pas trop longue cette fois-ci. On peut toujours rêver, hein. J'ai 4 livres à vous présenter, donc si vous voulez tout de suite voir les titres, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. J'essaie de mettre maintenant les titres des livres dont je vous parle pardon, dans la vidéo. Alors le premier, il s'agit de Les révélations de la mémoire de Jacqueline de Romilly. Donc, je vous montre. Donc ça c'est une édition que j'ai du livre de poche. Alors cette dame, elle a fait beaucoup de recherches et elle a écrit beaucoup de choses qui parlent de la Grèce antique, de l'importance de la culture gréco-romaine. Donc tout ce qui se rapporte à ça, hein. En fait, à la fin du livre, vous avez des titres, donc des ouvrages qu'elle a pu publier, donc Rencontre avec la Grèce antique, La Grèce à la découverte de la liberté, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès. Enfin voilà, elle était passionnée par ce sujet, mais elle était aussi je vais y arriver. Elle était aussi très intéressée par le sujet de la mémoire, vu qu'elle a écrit ce petit livre vers la fin de sa vie, parce que bon, cette dame, elle est décédée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que quand j'avais regardé, ça devait être le cas, ou alors elle est vraiment très très âgée. Je vous mettrai l'information, c'est pas très joyeux, mais je vous mettrai l'information ici. Alors en fait, dans ce livre, elle va nous raconter comment certains de ses souvenirs ont pu refaire surface dans sa mémoire. Donc, comme elle le dit très bien au début de l'ouvrage, l'important, ce n'est pas vraiment le souvenir en lui-même, mais vraiment la façon dont celui-ci a surgi dans sa mémoire en pensant à quelque chose de totalement anodin. Comment, par association d'idées, elle a pu penser à autre chose en fait. Elle ne cherche pas, elle ne cherche pas vraiment, comme elle le dit, une Madeleine de Proust, donc quelque chose qui va vraiment lui faire penser par exemple à son enfance à tous les coups, ou un souvenir dont elle sait qu'elle se rappellera toujours, enfin, parce que comme elle le décrit aussi, elle a commencé à oublier pas mal de pans de sa vie, mais des pans complets, comme elle disait, des fois 6 mois, 1 an, elle se rappelait plus du tout ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle était allée à un endroit parce qu'elle le voyait en photo, par exemple, mais elle ne se rappelait plus du tout pourquoi elle était partie à cet endroit, avec qui elle y était allée, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et donc, les fois où elle a eu en fait des sortes d'illuminations, de souvenirs qui sont venus à elle, ça l'a vraiment beaucoup intriguée et c'est pour ça qu'elle a noté en fait, pour essayer euh, de s'intéresser à la manière dont le souvenir a refait surface. Bon, on n'apprend rien de très nouveau dans ce petit recueil. Parce qu'en fait, il y a plusieurs petites anecdotes donc, qui sont racontées, qu'elle a vécues. Comment elle a pensé à un moment de son enfance, juste en... Je sais plus d'ailleurs comment ça lui est venu, mais elle a repensé à un moment de son enfance où elle avait, je crois, 8 ou 10 ans, grâce à quelque chose qui n'avait aucun rapport. Ensuite, en entendant le nom d'un village ou d'une ville, ça lui a rappelé quelque chose aussi. Enfin, voilà. Elle explique tout ça très très bien. Et en gros, ce que j'ai retenu de ce livre, parce que bon, c'est un avis personnel de l'auteur, le plus important, comme elle dit, c'est pour elle, d'être convaincue que Dieu n'est pas à l'origine comment, de ce genre de manifestation. C'est pas trop évident à aborder, enfin à décrire comme sujet. Elle explique en gros qu'il y a peut-être un temps spécial consacré aux souvenirs, dans le sens où on connaît tous le présent, le passé et le futur, mais elle pose la question de savoir si est-ce que le souvenir peut vivre dans son propre espace temporel. C'est ce que j'ai cru, enfin c'est ce que j'ai compris en lisant cet ouvrage. À savoir que quand on croit avoir oublié quelque chose, par exemple un souvenir de notre enfance très très lointain, on se dit qu'il est perdu à jamais. Par exemple,
pense que très peu de personnes se rappellent ce qu'elle faisait, je sais pas moi, le jour de leur 6e anniversaire, exactement la journée, donc comment elle s'est déroulée, ou même des fois des choses plus récentes, à leurs 14 ans, comment elles ont vécu leur année scolaire à 14 ans, enfin voilà. Et en gros, on a l'impression en tant qu'adulte, bon pourtant moi j'ai dans la trentaine, donc je pense que j'ai quand même une bonne mémoire sur des choses, même de ma petite enfance. Mais est-ce que le souvenir existe quelque part dans l'espace temporel sans que ce soit quelque chose de tangible, hein, parce que c'est un souvenir. Euh, et c'est pour ça en fait que on va quelquefois pouvoir le retrouver en association d'idées, c'est-à-dire ça, ça va nous faire penser à ça, qui va nous faire penser à ça, et d'un coup on va avoir une révélation. Donc, révélation de la mémoire, voilà. C'était très intéressant et ça me donne envie de me pencher un peu plus sur la question parce que, bon, comme je vous dis, l'ouvrage il est assez petit. Donc en fait, elle a planté une graine dans ma tête. L'ouvrage il fait à peine 120 pages. Elle va surtout nous expliquer les anecdotes qu'elle a vécues. Après, elle ne nous donne pas forcément de réponse. Je pense que c'est aussi le but, c'est de nous ouvrir l'esprit à ce sujet. Donc je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais en gros, moi je comprends ce qu'elle a voulu faire passer comme message. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. C'est que un souvenir n'est pas perdu à jamais. Si on l'a oublié, peut-être qu'on peut essayer de le retrouver par divers moyens. Peut-être qu'on aura la solution dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, peut-être plus. Mais voilà, je pense que on peut retrouver des souvenirs perdus, qu'on croit perdus, qui sont en fait enfouis tout au fond de nous, et que peut-être il existe une sorte de banque de données de souvenirs propres à chacun, qui est soit au fin fond de notre cerveau, donc caché dans notre mémoire la plus profonde, ou peut-être qu'ils existent vraiment en tant que tels. Voilà. Donc je sais que c'est un petit peu philosophique comme pensée. Donc voilà, ce sont des pensées assez philosophiques, mais c'est ce que ce livre m'a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains d'entre vous l'ont lu ou si ça vous intéresse. Et si vous avez peut-être des ouvrages à me conseiller concernant la mémoire. Je vais essayer de me pencher un petit peu plus sur le sujet ces prochains mois. Le livre dont je vais vous parler, il s'agit de À nous deux de Jacqueline Wilson, qui est un peu un incontournable de la littérature anglo-saxonne, si je ne me trompe pas. Alors c'est un livre jeunesse, mais c'était assez plaisant à lire. Pourtant, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais il faisait partie un peu de la liste des classiques ou incontournables que je voulais avoir lu au moins une fois dans ma vie. Alors, c'est l'histoire en fait de jumelles. Donc c'est un joli roman sur la famille, sur la complicité entre sœurs, la relation qu'elle peut avoir avec sa sœur. Euh, mais aussi les difficultés qu'elles peuvent rencontrer toutes les deux dans leur vie. Alors je vais vous lire un peu le résumé. On nous dit: Ruby et Jade sont sœurs jumelles. Ruby est une vraie tornade alors que Jade est rêveuse et discrète. Pourtant elles sont inséparables. Depuis la mort de leur mère, elles vivent avec leur père et leur grand-mère. Quand arrive Rose, la nouvelle amie de leur père, leur existence est bouleversée. Les jumelles la détestent et se promettent de lui en faire voir de toutes les couleurs, jusqu'au jour où Ruby et Jade se disputent. Alors voilà, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui ont soit eu une grande complicité ou ont toujours une grande complicité avec leur frère ou leur sœur, aux personnes qui ont pu vivre des divorces ou des pertes malheureusement d'un des deux parents et qui ont connu les joies de la famille recomposée, donc un beau-père ou une belle-mère, voilà, ce qui était mon cas quand j'étais jeune. Euh, comment Ça nous explique un petit peu le parcours. C'est très rapide, hein, ça se lit vachement vite. Il fait 150 pages à peu près. Et puis en plus, il y a pas mal d'illustrations. Vous voyez, il y a pas mal d'illustrations tout au long du livre. C'est pas à chaque fois, mais de temps en temps, il y a des petits dessins. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Ça change.
Et ça a fait passer la lecture encore plus rapidement. Oui, plus rapidement. J'ai lu ça un soir avant de manger. C'était vite lu. Euh, donc sans tout dévoiler ce qui va se passer à l'intérieur, en gros, il y a une des deux jumelles qui a toujours un peu l'ascendant sur l'autre. Parce qu'elle se dit, donc l'aînée, elle est née en premier. Alors que si je ne me trompe pas, il me semble que l'enfant qui sort en premier, en général, c'est le deuxième. Enfin, c'est-à-dire c'est le deuxième. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on dit souvent que l'enfant qui naît en premier, c'est pas l'aîné. L'aîné, c'est l'autre en fait, parce qu'il aurait dû sortir avant. Enfin, voilà. Dites-moi si je dis des bêtises, mais voilà. Et donc, on va se pencher surtout sur leurs différences. Parce que ce sont des jumelles, oui, mais en fait, elles sont très très différentes au niveau du caractère. Euh, Elles vont être amenées un jour à devoir se séparer, dans le sens où elles ont toujours tout fait ensemble. Voilà, elles ont toujours traîné ensemble, eu les mêmes amis. D'ailleurs, elles se suffisent un petit peu elles-mêmes, je pense. Euh, et la question est de savoir si le changement peut être bénéfique pour ces jumelles. Sachant que, comme je vous disais, il y en a une qui vient un petit peu dans l'ombre de l'autre parce qu'elle a un caractère très exubérant. Donc on va retrouver beaucoup de petits points sur les relations familiales, sur la belle-mère que les jeunes filles voient un petit peu en monstre alors qu'en fait elle ne veut que leur bien. Euh, et c'est très léger et très drôle parce que c'est un petit peu sous forme de journal intime. Elles sont amenées à toutes les deux, donc Jade et Ruby, elles vont écrire en fait ce qu'elles pensent de leur journée, ce qui s'est passé dans leur journée. Donc de temps en temps, voilà, on a un changement d'écriture pour voir que c'est l'une ou l'autre qui parle et comment elles peuvent vraiment ressentir les choses très très différemment. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien de plus à connaître. C'est une histoire qui est sympa à lire. Si vous avez des jeunes enfants, des jeunes ados ou des pré-ados, je pense que ça c'est bien, même à partir de 8-9 ans. Ça se lit très facilement. Euh, Même à tout âge, hein, mais voilà, les enfants peuvent commencer à le lire assez tôt, je pense. C'était assez rafraîchissant. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler assez brièvement de cette lecture parce que je compte faire une vidéo spéciale sur ce livre, en sachant que je compte vous lire le premier chapitre, ou peut-être deux, je sais pas encore trop, de ce livre qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Au bonheur des dames de Zola. Alors, ce livre contribue un petit peu à me réconcilier avec les gros classiques. J'ai adoré. Alors, je pensais pas aimer à ce point. Sachant que je l'avais en édition, donc en livre, comme ça en papier, mais que je l'ai écouté donc sur Audible, donc en format audio, et que c'est passé carrément mieux quoi. Enfin, de temps en temps, je lisais un petit peu les passages, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de descriptions et de moments où il n'y a pas de dialogue, ça peut rebuter, ça peut rebuter. Parce que même si j'aime beaucoup la couleur qui est rose, j'aime beaucoup la couleur du livre et le fait que les pages soient roses aussi sur le côté, à l'intérieur, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable comme édition. Personnellement, je préfère quand les pages déjà sont sur fond blanc, j'arrive mieux à me concentrer. Et voilà, quand vous voyez des gros paragraphes comme ça, voilà, ça peut rebuter et surtout que ça peut durer des pages et des pages. Mais voilà, bon bref, je pense que tout le monde connaît un petit peu les Rougon-Macquart, donc ça fait partie de la première entre guillemets saga littéraire qui existait un peu en France, si je ne dis pas de bêtises. Je vous conseille d'aller voir mon article que j'ai fait sur ma lecture donc sur mon blog, que je vous mets toujours en barre d'infos. Après, la spécialiste de Zola, que vous la connaissez certainement tous, ou beaucoup d'entre vous, c'est Lemon June. Donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, parce qu'elle est passionnée par cet auteur et elle fait des vidéos où elle explique très très bien les choses. Disons que
on peut avoir tous un avis qu'on partage avec elle, mais je trouve qu'elle exprime ça très très bien. On peut partager son avis et penser les mêmes choses qu'elle à la lecture de ce livre, mais elle arrive très bien à mettre les mots dessus et voilà, je trouve qu'elle fait ça très très bien. Alors, ce livre, donc Au bonheur des dames, c'est l'histoire de Denise Baudu qui va quitter sa campagne pour rejoindre son oncle avec ses deux petits frères, donc Pépé et Jean, pour un petit peu fuir la campagne d'où elle vient, à cause un petit peu de son frère Jean, qui est un ado, un très 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 jeune adulte, je crois qu'il doit avoir 15 ou 16 ans, si je ne me trompe pas au début de l'histoire, et qui apparemment a beaucoup de conquêtes féminines et il s'attire beaucoup d'ennuis. Donc pour son honneur et pour sa réputation, elle a préféré quitter sa campagne et venir s'installer à Paris. Donc au début du livre, on a une scène, enfin la scène d'arrivée, elle est assez marquante, je trouve. Quand elle se retrouve devant la boutique de son oncle, enfin quand elle cherche la boutique de son oncle, et qu'on nous décrit les rues de Paris à l'époque, c'est vraiment super intéressant de voir comment ça pouvait être il y a quelques années maintenant. Et j'ai vraiment bien aimé parce qu'on pouvait vraiment on pouvait vraiment s'imaginer en fait exactement comme était la rue. Donc elle va être amenée, comme je vous le disais, à venir s'installer chez son oncle pour essayer de survivre, hein, vu qu'elle a pris en charge ses deux petits frères n'ayant plus de parents. Et en fait son oncle, en gros, quand elle va arriver, il va lui dire Maman cocotte, j'ai pas de travail pour toi, les temps sont très très durs, ils vivent un petit peu dans une sorte de misère. Leur boutique elle est démodée et en plus elle a un gros concurrent qui est vraiment juste en face d'elle, c'est donc le fameux magasin Au bonheur des dames qui a été créé et construit, enfin imaginé par Mouret, donc le gérant et propriétaire de Au bonheur des dames. Donc c'est une boutique un peu comme une sorte de mercerie géante qui est consacrée aussi à l'habillement de la femme. Donc on peut trouver déjà des tenues toutes faites ou alors des étoiles de toutes sortes, tout ce qu'il faut pour la couture, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'au début c'est centré sur ça et ça va vite se développer avec plein d'autres choses. On peut trouver un peu tout et n'importe quoi, enfin, ce qui fait dépenser la ménagère de moins de 50 ans, comme on dit, enfin, quoique il y a, je pense, tous les âges dans ce livre. Mais en gros, voilà, c'est un endroit des boutiques, c'est on nous raconte un petit peu comment sont nés les grands magasins, voilà, enfin, il y a une histoire aussi derrière ça, que je vous laisserai découvrir plus en détail si vous n'avez pas du tout lu ce livre ou si vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. En gros, Zola, en fait, il va dépeindre un petit peu la société de l'époque dans laquelle il vivait, avec l'arrivée justement des premiers grands magasins. Encore une fois, je vous renvoie à mon article parce que j'ai détaillé un tout petit peu plus et après aussi, je vous ai mis un lien dans cet article concerné à comment à l'œuvre de Zola en général. Et donc voilà, dans ce livre, encore une fois, il va beaucoup faire la critique de la société de l'époque, qui est devenue la société de consommation de maintenant, bien que maintenant ce soit encore pire. Et donc ça dénonçait un petit peu les travers voilà, de l'époque que les gros patrons ambitieux avaient. Ils écrasaient les petits commerces, ce qui est encore malheureusement le cas aujourd'hui, hein. Et pour une fois, si je ne me trompe pas, donc Denise est un des personnages, voire le seul personnage qui certes va prendre cher dans toute l'histoire, qui a vécu des choses horribles, qui va encore en vivre, mais qui a plutôt une happy end, selon moi. Après, ça reste relatif, hein, bien sûr. Donc je n'ai pas lu toutes les œuvres de Zola, hein, pas du tout. Mais apparemment, quand j'ai lu pas mal d'articles le concernant, il était dit que
que Denise faisait partie des personnages qui avaient droit à, entre guillemets, une happy end, quoi. Enfin, qui en bavaient moins sur la fin de leur existence, on va dire. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, en me renseignant sur l'auteur, j'ai découvert que il avait eu une fille, sa petite fille, s'appelait Denise. Alors, je crois qu'il a écrit le livre avant. Je vous remettrai ça ici, hein, bien sûr, et c'est là que ça va être après. Pourtant, je l'ai lu il y a quelques temps, mais je me rappelle déjà plus. Alors ouais, parce que ça m'avait intrigué de savoir s'il avait donné à son personnage le nom de sa fille ou s'il avait donné à sa fille le nom de son personnage. Voilà, donc j'essaierai de vous remettre l'information si je la retrouve. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cet ouvrage, si vous avez apprécié. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, malgré la longueur de certains passages descriptifs. J'ai bien aimé parce que c'était un monde qui me parlait en fait. On me parlait d'un sujet, d'un endroit qui m'intéresse, qui sont les grands magasins parisiens, et c'était très très intriguant. Et on avait vraiment l'impression de se retrouver au cœur du bonheur des dames. Alors il y a plein de personnages que j'ai eu envie de gifler, de pousser, de secouer, dont Denise à certains moments dans le livre. Mais voilà, si vous arrivez à le lire, c'est un livre qui ne vous laissera pas indifférent. Et si vous hésitez à vous lancer à la lecture du format papier, pardon, n'hésitez pas à tester le format audio. Ça peut débloquer des fois des situations et ça peut vous aider ou alterner avec le format papier et le format audio. Et ça peut vraiment vous éviter de passer à côté de bonnes petites pépites comme ça. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un petit coup de cœur. Et c'est 14-14 de Sinan Edgar et Paul Béarn. Donc là j'ai l'édition de chez Castelmore que je trouve très très jolie. Alors cette histoire, c'est l'histoire de deux jeunes garçons donc, qui s'appellent tous les deux Adrien, mais qui vivent à deux époques différentes. Donc il y a Adrien avec un H qui vit à l'époque de la Première Guerre mondiale, enfin dans les années 1914, donc au début du XXe siècle. Et on suit aussi Adrien, en fait, il s'appelle Adrien aussi, mais sans H cette fois-ci, qui lui vit en 2014. Et on va suivre un petit peu leur vie à chacun. À savoir que tous les deux, un jour, en voulant écrire chacun à leur époque à un cousin pour diverses raisons, soit par obligation, ou soit pour prendre des nouvelles de la famille, ou peu importe, ils se sont en fait envoyé une lettre à 100 ans d'écart. Oui. Alors ça m'intéressait énormément, déjà pour le côté un petit peu magique de l'histoire. Un jour, un des deux, d'ailleurs je ne sais plus lequel, un premier va recevoir la lettre de l'autre, mais ils vont découvrir que... avant de le découvrir, ils vont toujours penser qu'ils s'adressent à leurs cousins de l'époque. Donc en se racontant un petit peu leur vie, jusqu'au jour où ils vont comprendre que ils se parlent à... Ils se parlent... ils se parlent à 100 ans d'écart. Donc là je viens de voir mon copain qui est passé... faire un petit coucou, bref on s'en fout, et donc c'était vachement intéressant. Donc dès le début on est plongé dans le quotidien de chacun, donc ça peut être un petit peu long à démarrer parce que, enfin long, c'est pas long, hein, le livre il est pas très gros, mais on peut se dire oui, l'échange épistolaire il peut mettre un peu de temps à venir, mais ça arrive assez bien dans l'histoire et c'est bien fichu parce que ça nous fait vraiment nous poser avec chaque Adrien dans leur époque et voir un petit peu leur quotidien, comment ils vivent, ce qu'ils pensent et pourquoi ils vont être amenés justement à s'écrire. Donc en fait voilà, je vais pas vous raconter ce qui va se passer dans l'histoire parce que c'est vraiment plus intéressant de le lire, mais ils vont vivre des péripéties, ils vont essayer de se donner des petits conseils l'un et l'autre à 100 ans d'écart et j'ai trouvé ça super drôle. L'écriture elle est assez jolie, c'est quelque chose de tranquille, mais on arrive bien je trouve à ressentir les émotions de chaque personnage. D'ailleurs à la fin
j'avais le cœur gros, comme on dit. Voilà, je voulais pas quitter ces personnages, je trouve que c'était... j'étais trop bien dans ce livre en fait. Donc malgré les siècles qui les séparent, ils vont savoir donc justement s'entraider dans leur vie respective. Euh, on retrouve une sorte de petite surprise, un petit clin d'œil à la fin, dont j'avais compris à moitié déjà depuis le début du livre, j'avais eu des soupçons, mais ceux qui l'ont lu savent peut-être de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas encore lu vont le comprendre s'ils souhaitent le lire. Euh, et en fait, ce livre, il m'a un petit peu prise par surprise. Je m'attendais pas à apprécier autant. J'ai passé un très très bon moment avec ces deux personnages. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de détails sur leur entourage, notamment la maman d'Adrien dans les années 2014 et sur le papa d'Adrien en 1914, parce qu'ils ont joué, on sent qu'ils ont joué un rôle assez important dans leur vie et dans leurs actes à chaque époque en fait. Voilà, c'est un livre assez émouvant quand même, il y a des petits passages assez prenants. Euh, des petites intrigues à côté de ça qui sont aussi un petit peu à suspense. On veut vraiment savoir ce qui va se passer en fait à chaque fois que je terminais un chapitre, parce qu'en fait voilà, on va changer de point de vue à chaque chapitre, donc c'est encore quelque chose. Dernièrement, j'ai lu pas mal de livres comme ça, en fait, où on changeait de point de vue à chaque chapitre, et c'est un truc qui me plaît assez parce que ça suscite vachement de suspense et on a envie de savoir ce qui va se passer de l'autre côté. Donc dès que j'avais terminé de lire un chapitre, je me dis mais non, mais qu'est-ce qui va se passer et tout, et après on passait à l'autre Adrien et on était encore dans une autre histoire, et je dis mais non, mais qu'est-ce qui va se passer, et en fait on retrouvait l'autre à chaque fois, et c'était super. Il n'y avait pas de temps mort, je trouve, dans cette histoire, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Après, j'ai trouvé personnellement que la fin, elle était un petit peu trop abrupte. Même si on espérait un dénouement heureux, c'était peut-être un petit peu trop facile la façon dont ça a été amené. Mais bon, c'est peut-être parce que je voulais pas aussi que le livre se termine. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez apprécié. Moi, je pense qu'il va faire partie de mes favoris de l'année. J'attends donc le mois de décembre pour vous préparer cette vidéo, mais je vais essayer de faire un petit peu le récapitulatif des livres qui m'ont marqué tout au long de l'année, sans à chaque fois parler pendant 15 plombes, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais en essayant de mettre des liens à chaque fois en i pour vous renvoyer vers les vidéos où j'en parle. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser. J'ai encore d'autres vidéos à tourner. Je pense que je vais en faire une demain si j'ai le temps. Enfin oui, le temps je l'aurai, mais si j'ai la motivation, on va dire plutôt. Là, j'ai encore déjà 2 updates, je crois, qui arrivent bientôt. Et il y a la vidéo du bilan du Pumpkin Autumn Challenge que normalement je vais essayer de poster juste après cette vidéo. Donc cette vidéo, j'espère la poster très très rapidement. Mais voilà, je ne suis pas forcément dans les temps, mais peu importe. Le principal, c'est de proposer un contenu qui vous intéresse et qui me plaise également. Donc dites-moi en commentaire si vous avez peut-être des suggestions sur des futures vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, ou des tags ou des choses comme ça que je n'ai pas encore fait. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo courant décembre qui ne sera ni un update, ni ce sera autour de la lecture, mais ce sera pas un update lecture, ni un book haul, ni ouverture de colis. Voilà, c'est encore un format que j'ai pas encore proposé sur la chaîne. Et je vais arrêter de blablater parce que vous devez en avoir marre. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours vous abonner si le cœur vous en dit. Mettez un petit pouce pour m'encourager. Et je vous attends en commentaire. Ciao ciao!